À nouveau, bienvenue à tous. Je vois que nous avons encore des participants qui se joignent, mais nous allons tranquillement débuter ce webinaire. Alors, à nouveau, bienvenue à ce webinaire présenté par BDO et Gowling WLG sur les stratégies d'acquisition et de vente d'une entreprise. Avant de débuter la présentation, je vais rapidement passer sur quelques points d'ordre logistique. Donc, pour votre information, la session de ce jour est enregistrée et sera disponible après le webinaire. Vous pouvez poser des questions aux panélistes en utilisant le bouton Q&A, situé dans la barre de navigation du webinaire. Du temps est prévu à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Si jamais nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez que nous pourrons faire des suivis individuels avec vous pour répondre à vos questions. Finalement, avant de débuter la présentation, quelques mentions légales habituelles. Dans quelques instants, je vais céder la parole à Daniel Lasselle afin de débuter la présentation. Alors Daniel, je vous cède la parole. Bonne présentation à tous. Parfait, merci Delphine. Bienvenue à tous. Mon nom est Daniel Lasselle, je suis associé en fiscalité chez Gowling. J'ai le privilège d'être votre modérateur pour ce webinaire. C'est un webinaire que nous faisons de concert avec le cabinet BDO Canada. Nous avons collaboré ensemble, BDO Canada et Gowling, pour la rédaction d'un livre qui a été publié, un livre à succès en fait, qui a été publié par le Canadian Tax Foundation, qui s'appelle Taxation of Private Corporations and Their Shareholders. Je vous le présente ici à l'écran. Et nous avons membres du panéliste ici qui ont été des auteurs de ce livre, quelques chapitres de ce livre. Nos panélistes sont Laura Giorgio, associée en fiscalité chez Gowling, Bernard Cormier, associé leader, service conseil transactionnel, Québec, Ottawa et Atlantique pour BDO, Malia Amgar, avocate Gowling en fiscalité, ainsi que M. Steve Pereira, associé BDO en fiscalité. Ce sont donc nos panélistes d'aujourd'hui. Je vais faire un ordre du jour de la façon suivante. Je vais faire en quelques mots une introduction quant à l'état du marché actuel au Québec. Et par la suite, nous allons aborder les principales considérations juridiques et fiscales relativement à la vente de l'entreprise, donc de la perspective du vendeur. Par la suite, cette discussion-là va aller vers l'acheteur, c'est-à-dire la perspective de l'acheteur, l'achat d'une entreprise. Et par la suite, on regardera les questions qui nous seront posées pendant cette période interactive de notre séminaire, notre webinaire. Quelques mots sur l'état du marché actuel aujourd'hui pour ouvrir cette discussion. En fait, le marché reste particulièrement vigoureux. Il y a beaucoup d'activités à la fin de 2020, beaucoup d'activités actuellement en 2021. Beaucoup de secteurs tiennent leur épingle du jeu. Je pense entre autres les soins de santé, la technologie, le secteur technologique, mais également même les secteurs traditionnels. Donc, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de liquidités actuellement dans le marché. Beaucoup d'acheteurs potentiels, des fonds américains d'investissement, des fonds canadiens d'investissement, des fonds québécois d'investissement. Donc, beaucoup d'activités dans ce sens-là. Et également, moins d'acheteurs, de fait, et moins de vendeurs, de fait. Donc, tout ça stimule le volume des transactions, même s'il y a moins de vendeurs, ce qui permet cependant ce qui démontre que le marché est un marché de vendeurs. Les banques également sont plus actives en matière de financement. Donc, un marché de vendeurs, puisqu'il n'y a pas assez d'actifs en jeu, ce qui permet une valorisation stable, une très bonne valorisation pour la vente. Et malgré la COVID, les performances sont bonnes et ça permet quand même aux acheteurs de trouver des moyens créatifs pour combler des écarts de valeur qui résultent peut-être de la COVID, comme par exemple des contreparties différées, ainsi de suite, qui sera discuté un peu plus longuement tantôt. Donc, dans l'ensemble,
un marché solide et favorable aux vendeurs. Maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet et nous allons étudier les éléments, regarder les éléments fiscaux et juridiques de la vente d'une entreprise. Il y a naturellement plusieurs raisons pour une personne ou un propriétaire d'entreprise de décider de vendre. Une approche inattendue d'un acheteur potentiel, une opportunité qui se présente, un désir de monétisation de son investissement à long terme, une retraite, peut-être une question des plans de succession familiale ou quoi que ce soit. Donc, une opportunité maintenant de vendre. Et nous allons directement aller dans le vif du sujet et je vais céder la parole à Steve Pereira au niveau des phases de pré-planification de la vente d'une entreprise. Steve. Merci, Daniel. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je vais me fonder sur certaines hypothèses que nous avons faites pour les fins de la discussion d'aujourd'hui. On va supposer qu'il s'agit de la vente d'une entreprise qui se fait à une personne sans lien de dépendance. Donc, on ne parlera pas d'une transmission d'entreprise dans un cadre familial. On va supposer que l'entreprise qui est vendue est une SPCC, une société privée sous contrôle canadien, et que le vendeur est canadien. Si votre situation n'est pas exactement celle-là, il se peut quand même qu'une grande partie des choses que je vais dire va s'appliquer à votre situation, mais certains éléments spécifiques seront différents. Auquel cas, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions plus précises dans un setup qui est différent. Au niveau de la durée, une phase de pré-vente peut varier beaucoup dans le temps. Idéalement, on va commencer à planifier la transaction dans un délai de 2 à 5 ans environ. Mais pour les fins de ce que je vais dire en ce moment, on va se concentrer sur quelqu'un qui est à 6 mois ou entre 6 et 12 mois d'une vente. Donc, on ne va pas rentrer dans des considérations de planification fiscale qui sont plus à long terme. Puis, parlant de ça, souvent, on prend la peine de planifier à long terme avec une fenêtre de 2 à 5 ans, comme je viens de dire. Mais il y a des imprévus qui arrivent, des offres non sollicitées qui se présentent qu'on ne peut pas refuser. Puis à ce moment-là, il faut s'adapter. Un des facteurs les plus importants du point de vue du vendeur d'une entreprise, un entrepreneur qui veut vendre son entreprise, c'est évidemment la fameuse déduction pour le gain en capital. Okay? La déduction de gain en capital, première chose à dire qui est importante à retenir, c'est que ça va s'appliquer dans le cadre d'une vente d'actions. Ça ne s'applique pas dans le cadre d'une vente d'actifs. Okay? Ça se peut qu'on peut l'utiliser dans le cadre d'une transaction de type hybride que je vais parler plus tard, brièvement, pas trop en détail. Mais peut-être ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous êtes dans une situation de vente d'actifs, vous ne pourriez pas bénéficier de l'exemption de gain en capital. Donc, il faut que ce soit une vente d'actions. Et il y a des conditions à respecter. Il faut que ce soit les actions d'une société privée sous contrôle canadien. Donc, il faut se qualifier. Il faut que les actions qu'on vende se qualifient. Il faut dire qu'en 2021, le montant de la déduction auquel on a droit est de environ 890 000, donc presque 900 000 par personne. Puis ça, cette exonération, c'est du gain en capital, pas du prix de vente. Donc, la plus-value qu'on réalise dans la vente de notre entreprise, on peut venir exonérer 890 000 par personne. Et ce montant-là est indexé d'année en année. Il y a des tests à respecter pour pouvoir bénéficier de la déduction de gain en capital. Comme j'ai dit, ça prend une détention d'au moins 2 ans. Pendant ces 24 mois, il faut qu'au moins 50% des actifs de l'entreprise soient utilisés dans l'exploitation d'une entreprise active. Et ce pourcentage-là doit tomber à 90% au moment de la vente. Là, quand on parle d'actifs ayant servi à l'exploitation d'une entreprise, je pense que c'est plus simple de prendre ce pourcentage-là, de le prendre ça à l'envers et plutôt d'essayer d'identifier si on a des actifs qui nous disqualifient. Puis, je vais vous donner quelques exemples. L'encaisse excédentaire.
Est-ce que vous avez de l'encaisse excédentaire dans votre entreprise? Est-ce que vous avez des placements qui ne servent pas dans l'exploitation de votre entreprise? Un immeuble dont seulement une partie est utilisée dans les faits d'entreprise et qu'une autre partie est louée à un tiers, par exemple, ou est-ce que vous avez une filiale étrangère aux États-Unis ou ailleurs? C'est des exemples, puis à ce moment-ci, prenez ça en note parce que si vous êtes dans une situation où votre entreprise a ce type d'actifs, il faudrait que vous envisagez une vente dans un délai rapproché. Ça serait le temps de parler à votre fiscaliste pour voir si on peut sortir ces actifs-là de l'entreprise. Donc ça, c'était pour la déduction de gains en capital, donc à prendre en note. Aussi, autre chose à prendre en considération au niveau de la prévente, c'est que l'acheteur va probablement faire une revue diligente de votre entreprise. Donc, il faut que les déclarations de revenus soient à jour et que vous n'ayez pas de squelette dans le placard. Et si vous en avez, bien, sachez qu'ils vont ressortir dans le cadre de cette vérification-là. Il y a une certaine tendance qui nous provient de l'Europe à l'effet que les vendeurs font leur propre revue diligente fiscale avant la transaction, un genre de contrôle préalable pour pas qu'il y ait de surprise au moment de la transaction pour faciliter puis pour rendre ce processus plus rapide. Donc, je vais passer la parole à Bernard pour voir s'il y a des considérations d'ordre financier à ce moment-ci de la prévente. Oui, donc merci Steve. Bien que je sois peut-être le seul non-fiscaliste du panel aujourd'hui, mon rôle là, comme conseiller en fusion-acquisition relève autant du domaine intangible que du domaine technique ou financier. Là. Souvent, je suis un peu le psychologue et le corps arrière dans une transaction. Je voudrais quand même réitérer l'importance de mettre en place là, la bonne planification fiscale. C'est toujours dommage quand une bonne affaire se présente à un vendeur puis que le bon plan fiscal aurait pu lui faire économiser des centaines de milliers ou des millions de dollars. Souvent, c'est le moyen le plus facile pour un propriétaire de créer de la valeur et contrairement à d'autres moyens, là, ça nécessite aucune négociation, juste un peu de prévoyance. Par ailleurs, au-delà de la planification en amont d'une transaction, il y a aussi l'importance d'être bien conseillé d'un point de vue fiscal lors de l'exécution d'une transaction. La fiscalité est un facteur qui peut ajouter une grande complexité dans une transaction. On doit tenir compte des réalités et objectifs des deux parties afin d'en arriver là, à une solution gagnant-gagnant. Au-delà de la fiscalité, maintenant, à mon sens, le plus important pour un propriétaire qui envisage une transaction est de, améliorer sa compréhension du processus de transaction et deux, clarifier ses objectifs personnels et voir s'ils peuvent s'accorder là avec ce que le marché a à offrir. Notamment, on conseille définitivement aux entrepreneurs de faire une opinion professionnelle du prix que le marché pourrait offrir pour leur business. Les propriétaires d'entreprises prospères réussissent par définition là, à bien exploiter leur société. Mais selon leur formation et leur vécu, ça se peut qu'il y ait une expérience limitée de la vente d'une entreprise. Donc ça ne se marie pas très bien généralement à l'approche de ce qui pourrait être une expérience extrêmement émotionnelle pour l'entrepreneur. Par contre, une bonne préparation peut facilement atténuer tout ça. Il y a aussi la tendance que certains ont de vouloir faire la transaction sans le soutien d'un professionnel des fusions d'acquisition et négocier avec un seul acheteur potentiel, ce qui n'est souvent pas la bonne approche. Une vente demande beaucoup en temps et en connaissances et on veut s'assurer de contrôler le processus et optimiser les conditions. Une vente peut prendre jusqu'à 1 an et il est important là, que la société performe durant cette période-là. Un propriétaire dirigeant doit demeurer concentré sur ses opérations. Alors, comment se préparer à ce qui pourrait être la transaction la plus importante d'une vie
pour de nombreux entrepreneurs. À mon avis, le moyen le plus simple est de vous entourer de la bonne équipe. Pour bien vous préparer, il est essentiel de réfléchir au choix de votre conseiller en fusion-acquisition, le corps arrière, et de vos équipes fiscales, juridiques et de gestion de patrimoine, puis de vous assurer que vous disposez des informations nécessaires pour éviter les surprises et atteindre les objectifs de la transaction. En tant que conseiller en fusion-acquisition, mon objectif principal est de fournir à un propriétaire les meilleures informations à tout moment pour prendre des décisions. Aucune situation n'a exactement la même dynamique et il n'y a pas une façon unique de procéder. Pour illustrer ça avec quelques exemples, pour certaines transactions, nous pourrions aider un client dans une négociation avec un acheteur spécifique, tandis que pour d'autres transactions, nous pourrions exécuter un processus de style enchère à plus grande échelle en parlant à plus de 100 acheteurs potentiels, par exemple. Quelques-unes des questions essentielles à considérer avec votre équipe seraient les suivantes. Que souhaitez-vous vendre? La vente partielle ou la vente de 100% de l'entreprise s'accompagne évidemment de différents éléments à prendre en considération. Notez même que dans certains cas, même si c'est une vente à 100%, l'entrepreneur devrait ou devra se préparer à rester pour une période de transition. Quel type d'acheteur? Donc, on parle-tu d'un joueur stratégique ou d'un joueur financier? On doit aussi savoir ce qu'on est prêt à faire post-transaction. Une bonne portion de nos transactions maintenant sont avec des acheteurs financiers, des fonds d'investissement, que ce soit des fonds d'investissement basés au Québec ou parfois à l'extérieur du Québec, comme l'a mentionné plus tôt Daniel. Quelle est la valeur de mon entreprise? Il est important de comprendre la valeur de ce que vous avez construit et d'être en accord avec votre conseiller. Dans certains cas, les résultats de l'entreprise pourront être ajustés, soit à la hausse ou même à la baisse, afin de refléter le contexte de la COVID, ce qui impactera l'évaluation, évidemment, selon le cas. Quelle forme de contrepartie est souhaitée? Le paiement à la clôture, puis les contreparties différées telles que les earn-out et les balances de vente du vendeur sont assez courantes dans les transactions privées. Quels autres éléments qualitatifs sont importants pour vous? Pensez à l'héritage de votre famille, à vos employés, à votre plan de transition. Autant d'éléments importants à prendre en compte et à discuter avec votre équipe. Donc, une bonne équipe de transaction s'assurera de passer en revue ces éléments en parlant de l'impact sur la stratégie de transaction, le calendrier et potentiellement la valeur, afin que vous puissiez mutuellement développer et exécuter le bon plan pour obtenir le meilleur résultat spécifiquement pour vous. Malia? Merci Bernard. Maintenant, les considérations juridiques. Comme Bernard l'a mentionné, la préparation et la détermination d'objectifs clairs sont essentiels à une transaction efficace. Pour y parvenir, on recommande généralement aux parties de commencer par définir les points commerciaux dans une liste de conditions, qu'on appelle souvent term sheet ou LOI. Et cette liste de conditions va servir de toile de fond à la négociation. On va y mentionner les modalités principales sur lesquelles les parties se sont entendues. Habituellement, les parties conviennent que la plupart des termes dans la liste de conditions sont non contraignantes. Toutefois, on y retrouve des conditions qui prévoient une sorte de période d'exclusivité et de confidentialité qui, eux, sont généralement exécutoires. Donc, il faut porter une attention particulière à ces éléments. La clause de confidentialité, par exemple, prévoit que l'acheteur s'engage à ne pas utiliser, divulguer ou permettre que soit divulguée l'information confidentielle transmise. Donc, il faut que la clause de confidentialité soit rédigée avec précision pour que la protection soit optimale pour le vendeur. En ce qui a trait à la période d'exclusivité, l'acheteur va vouloir la période la plus longue possible, alors que le vendeur va vouloir une période d'exclusivité courte. Donc, il faut trouver un accord commun sur une période raisonnable d'exclusivité selon la nature de l'entreprise et la compréhension de l'entreprise. Même si la liste de conditions n'est pas contraignante, on recommande aux vendeurs d'engager leur conseiller financier très tôt dans le processus.
pour s'assurer qu'ils ne renoncent pas à trop de droits ou n'acceptent pas trop de conditions trop rapidement. Parce qu'une fois que quelque chose est mis sur la table, il est difficile d'en revenir en arrière. En tant que vendeur, une autre chose à laquelle il faut faire attention au stade de la lettre d'intention, c'est si vous négociez avec un acheteur non résident. L'entreprise perdra son statut de SPCC, Société privée sous contrôle canadien, à la signature d'un accord juridiquement contraignant. Et ça peut entraîner des conséquences fiscales négatives, comme la perte du petit taux d'imposition et impacter les crédits de recherche scientifique et développement. Une acquisition de contrôle aura toujours lieu, peu importe qui sont les acheteurs non résidents ou résidents, que ce soit à la clôture de la transaction ou à la signature. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Laura va maintenant nous parler un peu de la préparation à la vérification diligente en tant que vendeur. Merci, Malia. L'autre considération importante à ce stade de sa préparation est la vérification diligente. La vérification diligente se déroule normalement en deux niveaux, la vérification financière et la vérification légale. S'il y aura une assurance de représentation et garantie, les représentants de l'assureur procéderont à leur propre vérification, alors un troisième niveau. Normalement, dans une vérification diligente, l'acheteur fournit une liste de documents à produire au vendeur. Ces documents doivent être en format digital pour télécharger dans une salle de données virtuelle. Certains de ces documents principaux qui vont être requis sont les documents constitutifs de la société, les contrats majeurs, les prêts, les baux, les listes de fournisseurs et des clients, les états financiers et les déclarations d'impôts. C'est juste des exemples, il y en a d'autres. Les étapes de vérification, les équipes de vérification de l'acheteur tiendront une rencontre avec vous et avec vos conseillers pour faire déposer les questions soulevées par leur analyse des documents et de préparer un rapport légal et une note financière pour l'acheteur. C'est ces rapports-là qui informeront les négociations quant au prix de vente et quant aux représentations et garanties que vous deviez donner. Afin de se préparer pour une telle vérification, il y a certaines questions importantes que vous deviez commencer à vous poser dès maintenant. Est-ce qu'il existe des contrats importants ou cruciaux qui pourraient être affectés par votre projet de vente? Avez-vous besoin de certains consentements, par exemple de votre banquier ou des clients ou fournisseurs principaux? Est-ce qu'il y a des implications réglementaires ou des droits de premier refus à prendre en compte? Existe-t-il des erreurs ou omissions dans la conformité fiscale de la société que vous avez préalablement identifiées, peut-être lors de votre propre vérification, que vous deviez être en mesure de corriger à ce moment-là? Avez-vous un titre de propriété clair aux actifs et les licences nécessaires pour opérer la société? Pour des ventes d'actions, est-ce que vos livres de minutes sont à jour? Il y a d'autres sujets aussi qui pourraient être importants dépendant de la nature de l'entreprise. Le contrat de travail, l'existence d'une convention collective, par exemple, les démarches entreprises par la société afin de protéger sa propriété intellectuelle si cela représente une partie importante de la valeur de la société. On parle ici des sociétés, par exemple, dans le domaine de la technologie, la conformité de la société avec ses obligations environnementales. Il y en a d'autres. Alors, Steve, une fois que nous avons franchi l'étape des considérations préalables à la vente, quelles sont les considérations fiscales importantes à prendre en compte lorsque nous passons au stade de la transaction? Bien, merci, Laura. Tout d'abord, je pense que la question existentielle dans le cadre d'une vente d'entreprise, c'est vente d'actions ou vente d'actifs. Puis, à ce niveau-là, les intérêts sont divergents. Du point de vue du vendeur, comme je l'avais expliqué, il va aller chercher la déduction de gain en capital, donc il va privilégier la vente d'actions. Et la DGC, puis je n'avais pas mentionné, la DGC pour lui, la déduction de gain en capital pour lui-même, mais il y a aussi, si la planification a été faite dans ce sens-là, la possibilité de multiplier la déduction de gain en capital avec les membres de sa famille par le biais d'une fiducie. Donc, on peut aller chercher beaucoup d'économies d'impôts à ce niveau-là. Mais même si on ne prend pas en considération la déduction du gain en capital, la vente d'actions, on parle d'un taux d'imposition qui tourne autour de 26 %, puisque 50 % seulement de la vente du gain en capital est imposable. Si on prend le taux marginal, on parle d'un taux d'imposition qui est à peu près de 26 %. Donc, c'est quand même un résultat fiscal qui est intéressant. Alors que dans une vente d'actifs, si on prend en considération qu'il y aura peut-être de la récupération dans l'entreprise,
de la récupération d'amortissement et que si on veut sortir les fonds, il y a de l'impôt sur la partie taxable du dividende. La plupart du temps, il s'avère que c'est plus coûteux de faire une vente d'actifs, surtout quand on veut retirer les fonds de l'entreprise par la suite. Du point de vue de l'acheteur, lui, il va chercher à acheter plus souvent les actifs. Pourquoi? Bien, ça lui permet d'obtenir une base fiscale, surtout au niveau de l'achalandage. Donc, si on prend un exemple où est-ce que dans une vente d'entreprise, l'écart d'acquisition, donc la valeur qu'on attribue à l'achalandage, se situe autour de 10 millions, par exemple. Si j'achète les actions, je ne viens pas créer un actif, donc il n'y a pas moyen de bénéficier d'un bump de l'achalandage. Alors que si j'achète les actifs, je vais pouvoir acheter, parmi les actifs que j'achète, je vais pouvoir avoir un actif d'achalandage. Donc, dans une situation, par exemple, où mon achalandage serait de 10 millions, bien, ça me permet d'avoir une dépense d'amortissement d'environ 500 000 par année, donc une économie d'impôt d'environ 130 000 si on prend le taux normal de 26 %. Donc, du point de vue de l'acheteur, ça donne au niveau fiscal une économie, une optimisation très intéressante. En plus du fait qu'il n'a pas à hériter du passé du vendeur en achetant ses actions. Donc, si jamais il y avait des problèmes fiscaux ou des vérifications en cours, bien, il n'y a pas à se soucier de ça en achetant les actifs. Donc, qui dit intérêt divergent, on parle de négociation. Donc, souvent, ça donne effectivement lieu à une négociation entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur voudra tenir à ses attributs fiscaux puis privilégier une vente d'actions. Mais il y a moyen pour l'acheteur d'acheter les actions, mais ajuster le prix de vente pour compenser le manque à gagner qu'aurait le vendeur. Donc, dépendamment si on se trouve dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs, bien, ça va avoir des impacts effectivement sur la forme que va prendre la transaction. Par contre, il y a moyen de relier les deux bouts en faisant ce qu'on appelle une transaction de type hybride. C'est-à-dire, c'est une vente qui, effectivement, serait comme une acquisition d'actifs du point de vue de l'acheteur, mais ça permettrait par une réorganisation fiscale aux vendeurs de bénéficier de ses attributs fiscaux, notamment de la déduction de gains en capital. Ce type de transaction-là était très populaire, mais depuis, ça date maintenant presque de 3-4 ans, on a changé les règles sur l'imposition de l'achalandage. Donc, ce type de transaction-là est moins intéressant et est surtout beaucoup plus complexe à réaliser parce qu'il y a plus d'impact fiscal à tenir en compte lorsque on la met en place. Donc, c'est moins populaire, mais ça peut quand même être intéressant. Je suis notamment dans le cadre d'une transaction où on va peut-être faire un hybride parce qu'on a une situation où est-ce que l'acquéreur ne veut pas acheter les actifs et faire cette transaction-là permet de rejoindre les deux bouts en quelque sorte. Mais comme j'ai dit, il y a de la complexité, surtout que même du point de vue juridique, on se retrouve dans une situation où on doit désormais rédiger un contrat de vente d'actions et un contrat de vente d'actifs. Donc, moi, je vais être au niveau des considérations juridiques, je vais passer la parole à Malia et Laura. Merci, Steve. En ce qui concerne les considérations juridiques importantes liées à une vente d'actions et à une vente d'actifs, la nature de l'entreprise est un élément qui va influencer la structure de l'acquisition, mais aussi l'implication du vendeur dans l'entreprise après la vente. Un acheteur qui opère dans le même domaine que le vendeur, par exemple dans la même chaîne d'approvisionnement, pourrait vouloir acheter soit les actifs, soit les actions, dans le but d'intégrer la société par voie de fusion ou liquidation dans ses autres opérations. Dans tous les cas, cet acheteur-là va avoir une perspective à long terme. Un acheteur financier aura une perspective à court terme, entre 5 à 7 ans, et sera plus porté à garder le vendeur impliqué dans l'entreprise pendant une période de transition d'1 à 2 ans. L'acheteur financier va vouloir non seulement s'assurer de garder les employés clés, mais il va vouloir également qu'ils deviennent eux-mêmes actionnaires afin qu'ils prennent aussi un risque financier.
Par exemple, un propriétaire qui est 100% actionnaire d'une entreprise qui vend des crayons, il y a des employés qui sont là depuis 25 ans, mais ils n'ont pas d'action. L'acheteur financier, est-ce qu'il y a un problème technique? Est-ce que vous me voyez? Oui? OK, Oui. parfait. J'ai cru qu'il y avait un petit problème technique avec ma caméra. Désolée. Donc, je disais, on reprend l'exemple, le propriétaire qui est 100% actionnaire de son entreprise de vente de crayons, un acheteur financier qui va venir acheter cette entreprise-là, qui lui n'est pas dans le domaine de la vente de crayons, va vouloir garder le management en leur proposant un actionnariat et aligner leur intérêt économique avec les siens. Alors qu'un acheteur stratégique dans la même business qui n'a pas toujours besoin, il n'a pas toujours besoin du management, il a les connaissances et habituellement l'équipe nécessaire pour faire rouler la business. Une autre considération très importante que, comme Steve l'a mentionné précédemment, c'est la déduction pour gain en capital et le transfert de responsabilité du passif futur de la société à l'acheteur lors de la vente d'actions. Donc, ça rend vraiment la vente d'actions plus attrayante pour les vendeurs de pouvoir bénéficier de cette déduction pour gain en capital et de s'assurer que le passif fiscal de la société est passé à l'acheteur. Les passifs éventuels ou potentiels sont parfois le plus gros obstacle à la négociation. Les acheteurs vont essayer d'obtenir le plus de sécurité possible avec des indemnités généreuses, mais n'oubliez pas que vous vendez votre entreprise et que vous n'avez plus le contrôle sur les événements futurs qui peuvent affecter ces passifs éventuels. Donc, il se peut que vous soyez un vendeur motivé, que vous souhaitez coopérer avec l'acheteur, mais assurez-vous d'être également protégé et gardez à l'esprit, comme Daniel l'a mentionné, que l'environnement général actuel est un marché de vendeurs. Généralement, lors de la vente des actions, le vendeur est responsable du passif encouru jusqu'à la date de clôture. Et en vertu du contrat de vente, le vendeur donne des représentations et garanties sur l'état de l'entreprise. Par exemple, la situation financière, la situation fiscale, l'état des actifs, la propriété des biens et autres engagements. Et ainsi, il devra indemniser l'acheteur s'il y a un défaut, dans le cadre de ces représentations et garanties. Les indemnités sur les titres de propriété sont généralement d'une durée illimitée, alors qu'en matière fiscale, l'indemnité correspondra généralement à la période de prescription en vertu duquel le fisc peut cotiser. Dans tous les autres cas, la tendance maintenant est d'avoir une période d'indemnité assez courte, entre 12 à 18 mois. Un peu plus loin, Laura va discuter de certains éléments de protection quant à ces représentations et garanties. Par contre, si on regarde le scénario d'une vente d'actifs, seuls les biens de l'entreprise sont déplacés. Alors, si quelqu'un fait une réclamation contre l'entreprise après la vente, l'entreprise reste responsable, sauf que maintenant, l'entreprise n'a plus d'actifs. Cela peut mettre le vendeur dans une position assez vulnérable. Finalement, dans tous les cas, lorsque l'acheteur est non résident, le vendeur doit garder à l'esprit qu'il va devoir se conformer à la loi sur les investissements Canada. Un acheteur non résident, ça inclut aussi des entreprises canadiennes qui sont contrôlées par des non-résidents. Gardez ça en tête. L'avis à Investissement Canada devrait être rempli si vous ne l'avez pas fait avant la clôture. C'est rare, mais dans les cas où la direction de l'examen des investissements n'approuve pas la transaction, elle pourrait forcer une vente, ce qui peut vous mettre dans une mauvaise position, car maintenant, tout le monde sait que vous êtes dans une position où vous devez vendre et ça fait perdre un peu le pouvoir de levier. Laura, je te laisse discuter des autres considérations clés liées à une vente. Merci, Malia. Comme j'avais mentionné précédemment, un élément clé est de s'assurer que le vendeur dispose des autorisations nécessaires pour effectuer la vente. Lors d'une vente d'actions, il faut considérer le nombre d'actionnaires concernés. Vont-ils tous vouloir jouer un rôle important dans la négociation de la transaction ou, ce qu'on voit plus couramment, désireront-ils une représentant pour représenter dans la négociation? S'il y a du fiducie impliqué, cela complique un peu les choses car il faudra transiger aussi avec les fiduciaires. Et si seulement certains actionnaires vont vendre, il faut aussi considérer les droits de premier refus dans la convention entre actionnaires. Si on regarde de l'autre côté, une vente d'actifs, c'est l'entreprise qui réalise la vente. Alors, c'est la direction de l'entreprise qui a le pouvoir de signer l'acte de vente. Mais vous avez également besoin de l'approbation des actionnaires lorsque vous vendez la totalité ou la quasi-totalité des actifs de l'entreprise. Et dans tous les cas, il est possible que d'autres autorisations soient nécessaires. Par exemple,
l'approbation du banquier est encore plus importante si le banquier a des garanties. Il faut s'y préparer d'avance, par contre, parce que ce genre d'autorisation prend beaucoup de temps à obtenir. Également, l'approbation du bailleur pour le bon principal de la société pourrait être requise et il faut toujours examiner les contrats clés pour voir s'il y a des clauses d'échangement de contrôle qui pourraient avoir un impact. Il y a aussi des considérations très importantes lorsque soit le vendeur ou l'acheteur est un non-résident du Canada. Lorsque c'est le vendeur qui est un non-résident, il est très important de vérifier si les biens de la société comprennent un immeuble situé au Canada, car les règles des biens canadiens imposables pourraient s'appliquer dans certains cas. Ces règles imposent des obligations de conformité assez lourdes pour l'acheteur et le vendeur lors de la vente soit des actions d'une société dont la valeur est tirée principalement d'un bien immeuble situé au Canada ou lors de la vente d'un tel immeuble. Et lorsque c'est l'acheteur qui est non-résident, il faut que le vendeur se pose la question si la contrepartie à recevoir va comprendre des actions de la société non-résidente. Dans l'affirmative, on ne pourra pas bénéficier du roulement fiscal. La façon de l'éviter, c'est de mettre en place une structure des actions dites échangeables. Dans une structure des actions échangeables, le vendeur reçoit des actions d'une société canadienne et le roulement peut être effectué. Ces actions échangeables par après pourront être échangées contre des actions de la société non résidente. Et finalement, il est important de porter attention à la rédaction de la clause de earn-out. Steve va également vous glisser un mot sur certaines implications fiscales de ces clauses. Mais j'aimerais insister sur l'importance de la rédaction de ces clauses, car si les parties n'ont pas la même compréhension claire du calcul de earn-out et de son résultat, ceci peut engendrer des litiges quant au montant qu'on doit recevoir en vertu des clauses d'ajustement de prix. Ce qu'on voit souvent dans la pratique, dans ces genres de transactions, c'est que rendu à l'application, les parties ne s'entendent plus sur l'application de la formule et ils doivent toujours faire appel à des experts. Alors, pour pallier à ce risque, il y a des façons de faire. On peut, par exemple, prévoir dans le contrat un exemple illustratif de comment le calcul de l'ajustement s'effectuera en pratique. Je vais maintenant passer la parole à Malia pour parler de l'étape post-transaction. Merci, Laura. Pour le vendeur, la transaction ne s'arrête pas à la signature du chèque. Souvent, les transactions incluent des ajustements post-clôture, par exemple pour le fonds de roulement, qui peut augmenter ou baisser le prix de vente final, de sorte que le vendeur pourra finir par devoir rembourser une partie de la contrepartie payée à la clôture. Par exemple, en raison des représentations et des garanties, des clauses de non-concurrence, ou le vendeur pourrait recevoir une contrepartie additionnelle en raison d'une clause de earn-out. Toutefois, Laura, c'est probablement le bon moment pour le vendeur de penser à sa planification fiscale. C'est exact. Il est fort recommandé d'impliquer son conseiller financier très tôt dans ce processus afin de bien planifier le placement du produit de la vente et de tout montant sous écrou. Lors de la vente, c'est aussi le moment de considérer la planification fiscale autour de tout rendement, incluant la possibilité de fractionner le revenu et d'utiliser une fiducie familiale. Finalement, puis on le dit souvent, puis on le répète, il faut aussi s'assurer que le vendeur a rédigé son testament et a pensé à sa planification successorale. Et bien sûr, si on parle juste de la vente d'actifs, il faut se poser la question, qu'est-ce que va être l'utilisation future de l'entreprise? Cela dit, Daniel, pourrais-tu nous résumer les éléments clés à retenir pour le vendeur? Merci aux panélistes pour cette discussion. Quelques éléments clés que je retiens de la présentation jusqu'à maintenant qui était du côté vendeur. Je pense qu'il faut, si on regarde au-delà des considérations fiscales et juridiques, la planification longtemps à l'avance est idéale. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a souvent des opportunités qui arrivent right on the spot, comme on dit en bon québécois. Il n'en demeure pas moins que si les personnes ont une pensée à moyen terme, il faut planifier ça là, longtemps d'avance. L'autre aspect important, je pense, en expérience, c'est que l'entrepreneur doit s'entourer des bonnes personnes. Il doit se créer une bonne équipe dans laquelle il a entièrement confiance,
parce que sa compétence, c'est de faire rouler et de gérer sa société et de laisser entre les mains des experts et avoir confiance aux experts pour la vente de son entreprise. Donc, bien s'entourer de conseillers financiers, conseillers fiscaux et conseillers juridiques et que tous ces conseillers-là peuvent bien s'entendre pour amener la transaction à bon port. Donc, ceci dit, maintenant, on va passer du côté de l'acheteur, la perspective de l'acheteur. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Bernard de nous donner certains éléments par rapport à cet aspect-là. Bernard? Oui, donc merci Daniel. Beaucoup de choses à prendre en compte du côté acheteur. Il existe un grand nombre d'entreprises qui désirent conclure des acquisitions, surtout ces temps-ci. Mais il est souvent difficile d'y arriver. Comme mentionné en introduction, encore une fois par Daniel, c'est un marché de vendeurs. Donc, dans ce contexte, il faut se préparer, il faut être prêt, il faut souvent être persévérant et créer une structure autour du processus. C'est ce qu'on voit par rapport à ceux qui réussissent. Il est important de bien définir les critères de la cible par rapport à la stratégie générale de l'entreprise et de ne pas tomber dans le piège là, de la recherche de l'accord parfait, ce qu'on voit malheureusement assez souvent. Le timing est important et parfois ce n'est pas le bon moment pour la bonne cible. Donc, cultiver les relations avec les propriétaires à long terme et vous positionner comme premier appel quand ils seront prêts, c'est primordial. Un conseiller financier ou un conseiller en fusion-acquisition pour un programme d'acquisition peut également aider à établir une crédibilité au processus et démontrer le sérieux de la démarche auprès des cibles potentielles, ce qui, par le fait même, peut vous aider à vous différencier des autres acquéreurs. Une fois qu'un vendeur est prêt, vous devez disposer des ressources en place, donc le financement, l'équipe, le plan, pour pouvoir saisir l'occasion et conclure l'affaire. Malia, quelles sont les considérations juridiques pour les acheteurs dans cette phase de la planification? Alors, à ce stade de la transaction, il s'agit vraiment de se mettre en position de réaliser l'acquisition. Par exemple, il faut déterminer s'il existe des restrictions réglementaires auxquelles vous devez vous conformer pour exercer cette activité et la façon dont vous envisagez financer l'achat. Donc, recherchez ce que votre vendeur devrait avoir mis en place afin que vous puissiez mener une vérification diligente plus tard. Faites attention à la lettre d'intention. Ne pas s'engager trop tôt à acheter sans faire appel à vos conseillers. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, il faut porter une attention particulière aux deux éléments qui sont contraignants dans la lettre d'intention, soit la clause de confidentialité et la période d'exclusivité. Le LOI est généralement préparé par l'acheteur. Donc, si vous n'avez pas les ressources adéquates à l'interne, il serait préférable de faire appel à vos conseillers pour s'assurer que la lettre d'intention est rédigée selon les règles de l'art. Je cède la parole à Laura pour parler des considérations de structuration dans cette phase pré-transaction. Merci, Malia. Mais on est arrivé au moment de penser à la structuration du véhicule d'achat. Si vous avez déjà une structure d'entreprise existante au Canada, il faut déterminer où se trouvera la société cible dans cette structure. Il faut penser qu'est-ce qui fait le plus de sens du point de vue du passif et du flux de fonds de la société cible. Il faut aussi anticiper la structure de la transaction souhaitée par le vendeur qui va lui chercher à maximiser le bénéfice de l'exemption du gain en capital. Et je réitère encore, si vous faites affaire avec un vendeur non résident, il est primordial de déterminer si les actions vendues sont des actions qui constituent un bien canadien imposable, car des obligations de retenir à peu près 38% du prix de vente pourront s'appliquer si des dépenses ne sont pas obtenues des autorités fiscales en temps opportun. Alors, c'est l'acheteur qui est responsable pour ces 38% si le retenu n'est pas fait. Une fois que vous avez trouvé une entreprise à acheter et que vous avez accepté les conditions sous le fond d'une lettre d'intention, voyons quelles sont les prochaines étapes. Bernard? Oui, merci Laura. Donc, à ce stade, c'est important de développer votre plan de vérification diligente autour des principales zones de risque. Vérification diligente juridique, opérationnelle, commerciale, fiscale, financière, informatique, d'assurance,
de réputation peut submerger facilement un propriétaire. On veut donc être ciblé et adapter le plan en fonction de la taille de la transaction et des éléments de risque. Utiliser la bonne séquence est aussi nécessaire. Donc, on y va avec les enjeux clés en premier lieu. Établir une relation de confiance et de bonne volonté, lorsque possible, avec un propriétaire est souhaitable. Le caractère invasif là, pour les vendeurs, spécifiquement dans le cas d'une transaction stratégique. Et bien sûr, les problèmes qui surgissent toujours durant une transaction peuvent conduire à faire avorter la transaction. À noter également que d'une perspective globale, les stratégies à adopter lorsqu'on navigue une transaction, une acquisition, dans un contexte d'enchère versus un contexte de one-on-one, avec, sans exclusivité, sont très différentes. Avoir un conseiller qui est habitué aux différents scénarios ajoute beaucoup de valeur. Steve, quelque chose à prendre en compte d'un point de vue plus fiscal? Oui. En fait, je reviens encore à ma question existentielle. Est-ce qu'il s'agit d'un achat d'actions ou d'un achat d'actifs? Parce que lorsque, du point de vue de l'acheteur, lorsqu'on acquiert les actions, ben, on acquiert le passé de la société. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de squelette dans le placard. Donc, ce qu'on fait, c'est, comme Bernard vient de le mentionner, on procède à une vérification diligente fiscale de la société. Généralement, on va remonter à la période non prescrite qui peut varier entre 3 et 4 ans. Puis, ça ne protège pas complètement parce qu'il peut y avoir des recotisations au-delà de cette période-là. Mais le standard, c'est qu'on vérifie la période prescrite. Puis, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, on révise les déclarations de revenus. On demande les choix, les formulaires fiscaux qui ont été produits pendant cette période ou même auparavant. On regarde, on demande, puis on essaie de voir s'il y a des vérifications fiscales en cours ou s'il y en a eu récemment, puis voir c'est quoi le résultat de ces vérifications-là. Et aussi, on essaie d'obtenir les mémos de réorganisation pour voir si ça peut avoir un impact sur la société qu'on veut acheter. Donc, c'est rare qu'il n'y a rien qui apparaisse. Il y a souvent des choses qui ressortent de la vérification fiscale, mais je vais vous dire, c'est assez rare que ce qu'on trouve constitue un deal breaker. Le plus souvent, ça nous permet de négocier des déclarations de garantie parce que, en fait, les vendeurs, en principe, sont garants pour tout ce qui est les impacts fiscaux du passé jusqu'au moment de la transaction. Ça permet, dépendamment de ce qu'on trouve, de négocier des montants de retenue potentiels. C'est-à-dire, plus on trouve de choses, plus on va essayer de négocier une retenue sur le prix de vente plus élevé pour couvrir le risque, en fait. Souvent, ça peut aller jusqu'à changer le prix de vente si on voit vraiment qu'il y a des risques qui sont importants et qui peuvent se matérialiser. Et ça peut aussi changer la nature de la transaction. Donc, si on commence la transaction comme si ça allait être une vente d'actions, on peut, dépendamment de ce qu'on retrouve au niveau de la vérification diligente fiscale, décider qu'on ne veut plus acheter les actions, on veut acheter les actifs. Puis là, on revient au processus de négociation que j'avais mentionné plus tôt. Souvent, dans des transactions, il y a des planifications pré-transaction de la part du vendeur, que ce soit de sortir l'encaisse excédentaire ou faire une réorganisation qui permettrait pour le vendeur d'optimiser ses attributs fiscaux, donc de rendre la vente encore plus bénéfique pour lui du point de vue fiscal. Ce type de transaction-là, souvent, c'est assez standard et souvent, ça n'implique que l'actionnaire. Ça n'a pas d'impact vraiment sur la société qu'on veut acquérir, mais il se peut que souvent, on peut tomber sur des transactions qui sont un peu risquées et même agressives du point de vue fiscal. Donc, on veut s'assurer de bien en être conscient, de bien le vérifier et donc de s'assurer qu'on les voit parce que souvent, la période de vérification fiscale peut se passer quelques semaines avant la clôture et ça arrive que des transactions pré-clôture
surviennent à quelques jours ou à une semaine de la transaction, on l'a souvent vu. Donc, s'assurer que si le vendeur propose ce type de planification-là, que votre fiscaliste soit en mesure de le couvrir au moment de la vérification diligente. Si c'est une vente d'actifs, puisqu'on n'hérite pas du passé fiscal, la vérification diligente, souvent, on n'en fait pas, mais ça peut quand même être bénéfique de la faire parce que ça nous permet de comprendre un peu l'allocation du prix d'achat sur les actifs. Ça nous permet de comprendre à quoi vont ressembler les futures déductions fiscales dans la société. Et si on est dans une situation où est-ce que le management va continuer après la transaction, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'ils font en termes de la fiscalité de l'entreprise, quel type de dépenses ils prennent, est-ce qu'ils ont une gestion de la fiscalité qui est risquée ou pas. Donc, de savoir comment ils le font pour être sûr qu'on sache comment ils vont le faire par la suite, ou on peut tout simplement décider de prendre une autre approche au niveau de comment ça va être pris en compte. Donc, ça, c'est pour la vérification diligente fiscale. Laura, Malia, au niveau juridique, à ce stade-ci de la transaction, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Alors, comme on l'a déjà mentionné, la vérification diligente fiscale est importante. Le but de cette vérification diligente, ce n'est pas de faire échouer la transaction, même si c'est rare, cela peut arriver. Mais plus souvent, la vérification diligente permet de savoir comment structurer et encadrer la transaction. La vérification diligente légale est tout aussi importante que la vérification fiscale. Il faut réfléchir à la raison pour laquelle vous achetez l'entreprise. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette entreprise? Vous voulez que vous concentrez sur ces éléments-là. Par exemple, les employés clés, à quoi ressemble leur contrat d'emploi. Les contrats clés avec les fournisseurs principaux, les clients, sont un autre élément sur lequel il faut porter une attention particulière. Qu'est-ce qui permet à l'entreprise de continuer à fonctionner? Et ces contrats, est-ce qu'ils vont être maintenus si vous achetez l'entreprise? Est-ce qu'il y a des clauses qui prévoient que lors d'un changement d'acquisition de contrôle, le contrat n'est pas maintenu? Il faut porter une attention vraiment particulière à ça. La propriété intellectuelle. Quel est le niveau de protection dont vous disposez que le vendeur est réellement propriétaire de la propriété intellectuelle? Il arrive qu'un vendeur pense détenir la propriété intellectuelle, mais il s'avère qu'il appartient enfin à une autre entité du groupe ou qu'une cession antérieure n'a pas été correctement enregistrée. Donc, s'assurer d'avoir fait les recherches aussi, il faut également s'assurer d'avoir fait les recherches de titres nécessaires. Donc, la plupart, les recherches habituelles qu'on voit, ça comprend les recherches auprès de l'ARC Revenu Québec. Est-ce qu'il y a des passifs fiscaux? Au niveau des litiges, est-ce qu'il y a des litiges en cours? La faillite, la loi sur les banques, la direction de l'emploi, l'environnement, les titres que vous achetez. Si vous achetez des immeubles, de voir le registre foncier. Si vous achetez des biens immeubles, est-ce qu'il y a des priorités, des hypothèques qui s'y rattachent? Voir au RPPRM. Les recherches sur les entreprises comme le CIDREC, voir les actionnaires qui sont indiqués. L'examen des contrats clés, les accords de crédit, l'examen des registres, des registres de procès-verbaux. Vous voulez vous assurer que vous achetez et vous traitez avec les bonnes personnes, qu'ils ont le pouvoir de vous vendre ce que vous voulez. Laura, une fois qu'un acheteur a terminé sa diligence raisonnable, que doit-il faire des informations qu'il a découvertes? Merci, Malia. Comme Steve l'a mentionné, le résultat de la vérification diligente légale, comme la vérification diligente fiscale, va permettre de rédiger les représentations et garanties adéquates dans le contrat de vente, qui, elles, forment une partie substantielle du contrat. Ces représentations et garanties couvrent tous les éléments importants du deal, tels que la situation environnementale, fiscale, financière de la société, ses éléments d'actifs et des passifs, sa propriété intellectuelle, ses contrats d'emploi, et ainsi de suite. Les représentations et garanties sont accompagnées d'une annexe de divulgation qui identifie des exceptions à la garantie donnée. Par exemple, le vendeur peut donner une garantie que la société est propriétaire de ses actifs libres de toute charge, sauf les hypothèques et l'autre passif listé à l'annexe de divulgation. Aussi, le vendeur peut donner une garantie que la société n'a aucun litige, sauf ce qui est indiqué dans l'annexe de divulgation. Ensuite, le vendeur s'engagera à indemniser l'acheteur pour toute perte si des représentations et garanties ou d'autres engagements dans le contrat ou ce qui est divulgué dans l'annexe s'avèrent fausses.
Cette indemnité peut être limitée en temps et montant, tel qu'expliqué par Malia, ou de les représentations fondamentales, exemple, quant à la propriété des actions vendues. Le vendeur va indemniser l'acheteur pour toute perte qui est identifiée dans une période limitée après la clôture de la transaction. Mais l'indemnité sera aussi limitée quant à son quantum. La limite est négociée entre les parties et peut être aussi bas que, par exemple, 25% du prix de vente jusqu'à 100% du prix de vente. Le quantum est aussi limité par une règle de minimis. Ainsi, l'entente peut prévoir qu'il n'y aura pas d'indemnisation si la perte n'excède pas 100 000 et que si la perte excède ce montant, c'est juste l'excédent qui sera indemnisé. Ou, dans un autre cas, que toute la perte sera indemnisée dès le premier dollar. Dépendant des circonstances, il est possible qu'un pourcentage du prix de vente soit placé sous écrou pour la durée de la période d'indemnisation. Il y a aussi l'alternative qui est de plus en plus préconisée par les acheteurs, d'utiliser de l'assurance des représentations et garanties pour s'assurer qu'il existe des fonds dans les cas où un risque se concrétise ou pour réduire le montant sous écrou. De même, il y a la possibilité de mettre en place une assurance particulière pour les omissions ou risques fiscaux identifiés lors de la vérification diligente. Je vais aussi revenir sur l'importance des biens structurés de l'acquisition. Nous avons brièvement parlé, lorsque nous avons évoqué la vente d'une entreprise, que le vendeur aime généralement vendre des actions et les acheteurs, eux, aiment généralement acheter des actifs, encore une fois, parce que la responsabilité acquise est alors limitée aux actifs acquis. J'aimerais maintenant parler du financement de l'achat. Lorsque vous financez l'achat des actions ou des biens d'une entreprise, votre banquier ainsi que ses conseillers juridiques deviendront des participants à votre transaction. Dans la situation d'un financement, qui est souvent le cas, il faut considérer la question de la déductibilité des intérêts payables sur l'emprunt. Cela n'est pas problématique lors de l'achat des biens. Par contre, ça devient un enjeu lors de l'achat des actions. Si l'achat et la détention de la société cible s'effectuent par l'entremise d'une holding, le holding n'aura pas la capacité de déduire les intérêts sur le prêt bancaire, car le holding n'aura généralement pas un revenu imposable. Dans ce cas-là, une société sera créée pour agir à titre d'acheteur, d'acquisico, et cette société effectuera l'emprunt. Immédiatement après la clôture de la transaction, Acquisico sera fusionné avec la société cible, qui est l'opérante. Maintenant, la société fusionnée aura la capacité de déduire les intérêts à l'encontre du revenu de ces opérations. L'utilisation d'une Acquisico pour effectuer l'acquisition suivie de la fusion permettra aussi d'avoir le plein capital versé dans les actions de la société résultante de la fusion. Un montant équivalent à ce capital versé pourrait par après être distribué à l'actionnaire sans incidence fiscale. Alors, Steve, avez-vous des réflexions finales concernant d'autres considérations post-clôture pour l'acheteur? Je vais aller rapidement parce que notre temps passe vite. Juste parler au niveau des états financiers de clôture, comme ça a été mentionné par Malia. Les états financiers de clôture sont importants parce que, d'une part, ça permet de fixer les ajustements post-clôture, donc au niveau de fixer le montant des dettes et du fonds de roulement. Donc, on va vouloir prévoir qui est-ce qui en est responsable. C'est sûr que tant l'acheteur que le vendeur veulent avoir le contrôle là-dessus. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut prévoir dans le contrat qu'une firme tiers s'occupe de préparer ces états financiers-là, prévoir le délai, puis prévoir le mécanisme qui peut contre-vérifier les états financiers, etc. Et d'autre part, vous avez parlé du earn-out, puis peut-être un petit peu au niveau de l'impact fiscal. Évidemment, la rédaction est très importante, mais aussi au niveau fiscal, juste prendre en compte que la règle générale au niveau d'un paiement sur un earn-out, c'est que ça constitue du revenu. Donc, dans le cadre d'une vente d'actions, au lieu d'avoir un taux de 26 vous tombez il y a une inclusion à 100 donc vous tombez à un taux qui est plus proche de 50 donc un gros impact fiscal. Par contre, les autorités fiscales nous permettent d'avoir un traitement de gain en capital si on remplit certaines conditions.
tant au niveau de la rédaction du contrat ou au niveau de la production de nos déclarations de revenus. Donc, une attention particulière au niveau fiscal lorsqu'on se retrouve devant une partie du prix de vente qui est sous forme de earn-out. Donc, puis peut-être un dernier mot au niveau de la vente d'actifs, s'assurer au niveau de l'imposition des taxes de vente, TPS, TVQ, s'il n'y a pas un choix disponible pour exempter les taxes de vente de la transaction et aussi les droits de mutation si jamais dans les actifs qui sont vendus, il y a des biens immobiliers. Merci, Steve. Du point de vue juridique, les considérations juridiques spécifiques à votre transaction sont assez similaires à celles du vendeur. S'il existe des clauses post-transaction, il faut les garder à l'esprit. Puis en ce qui concerne les possibilités de planification, ils sont aussi similaires, mais vous avez maintenant une entreprise alors qu'avant, vous aviez des liquidités. Maintenant, je vais demander à Daniel de nous faire un sommaire des principaux éléments à retenir pour l'acheteur. Merci, Malia. En terminant, je sais que nous avons dépassé notre période allouée. Je voudrais quand même ajouter ceci au niveau de l'acquisition de l'entreprise. On a beaucoup insisté, au risque de se répéter, là, on a beaucoup insisté sur l'acheteur pour la vérification diligente. Pourquoi? Parce que de nos jours, de fait, de plus en plus, la période d'indemnisation à vertu des contrats, elle est très courte. Donc, puis souvent, les problèmes vont surgir plusieurs années plus tard. Donc, l'acheteur n'aurait plus de recours contre le vendeur. Donc, c'est l'importance de faire une vérification diligente complète. Également, on a parlé aujourd'hui d'une vérification fiscale, légale, mais je voudrais porter à votre attention également l'environnement. Une vérification en environnement est importante, surtout dans le secteur manufacturier. Il ne faut pas oublier ça. Et également, au niveau technique, il faut que l'acheteur puisse s'assurer d'aller sur place et faire ce que j'appelle des explorations techniques sur l'entreprise. C'est bien important en matière également de propriété intellectuelle. Et également, un dernier mot, si vous permettrez aussi, on en a parlé pas mal, mais c'est important de nos jours, il y a beaucoup de earn-out. Et vous allez avoir la tension, comme a mentionné Steve, entre le côté fiscal, qui veut que le earn-out soit caractérisé comme du gain capital pour les fins du vendeur, mais l'acheteur, lui, va peut-être vouloir tenter que ce soit déductible d'impôt pour lui, donc que ce soit plus du côté du revenu. Donc, il y a toujours cette tension-là à tenir compte dans ce genre d'éléments-là. Donc, je pense que ça se termine. On n'a pas reçu de questions à mon point de vue. Est-ce que je peux voir? Donc, on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelques questions que ce soit suite à cela ou si nous pouvons vous être utiles dans quelques de votre entreprise. Alors, et si vous pouvez bénéficier de nos conseils. Donc, profitez du reste de votre après-midi. Merci.